Le souvenir de Napoléon est partout omniprésent à Ajaccio. Si la maison Bonaparte réactive la mémoire de l'ancien empereur, le Palais Fesch, quant à lui, revisite la vie de ce personnage incontournable de l'Empire à travers peintures, gravures et objets personnels ayant appartenu à Napoléon Bonaparte. C'est le cardinal Fesch, oncle maternel de l'empereur Napoléon, qui crée en 1820 un institut des arts et des sciences doté d'œuvres d'art pour éduquer les jeunes Corses. La collection napoléonienne du cardinal Fesch constitue donc, M. Perfettini, le fonds le plus important de représentation des membres de la famille Bonaparte. Absolument. C'est un palais qu'on doit à l'oncle de Napoléon, Joseph Fesch, qui n'avait que 6 ans d'écart avec l'empereur. Et toute sa vie, il a suivi la carrière de Napoléon Ier et il a gravi les échelons grâce à lui. Il lui a survécu puisque Fesch meurt en 1839 alors que Napoléon meurt en 21. Et dans sa grande collection d'œuvres d'art, le cardinal Fesch avait une part dédiée aux portraits des membres de sa famille que nous retrouvons aujourd'hui à Ajaccio. De nombreux portraits et objets de la famille impériale trônent, si l'on peut dire, au sein de cette collection, mais les portraits, comment ont-ils été réalisés et dans quelles circonstances? Alors la vraie histoire est la suivante. C'est la mère de Napoléon qui commande les portraits de ses enfants. Voilà, puisqu'elle est fière de sa progéniture, elle a 8 enfants qui sont tous empereurs, rois, reines, princesses, et elle est fière d'eux, donc elle commande aux meilleurs artistes de l'époque les portraits de sa progéniture. Voilà, puisque son titre était Madame mère de l'empereur et des rois. Cette collection a été donnée ensuite à son frère le cardinal Fesch, qui la cède à la ville, et c'est l'introduction, lorsque les œuvres arrivent à Ajaccio, c'est l'introduction de la notion de portrait de cour en Corse, la découverte de ces grands portraits majestueux, et c'est un cas qui va faire école dans la toute petite bourgeoisie insulaire. Napoléon, bien qu'ayant quitté très jeune la Corse pour se destiner à ses études avant de se consacrer à une carrière militaire, puis politique en devenant premier consul, va participer à l'aménagement de la ville d'Ajaccio en faisant notamment construire le quai Napoléon entre 1808 et 1814 afin de gagner des terres sur la mer et d'ouvrir bien sûr l'avenue Fesch. Mais s'il revenait aujourd'hui à Ajaccio, s'y retrouverait-il ? Il ne s'y retrouverait pas. Il ne s'y retrouverait pas parce qu'il est parti d'Ajaccio enfant à 10 ans. Il y est revenu de manière épisodique un petit peu plus tard et son dernier séjour date de 1799. Donc il prend le pouvoir à Paris, le coup d'état de Brumaire, et il décide sur plan de la modification de la ville. C'est-à-dire qu'il va la faire passer brutalement d'un tissu médiéval de l'époque italienne, de l'époque génoise, au rang de capitale de la Corse. Donc avec la destruction des remparts médiévaux, avec l'alimentation de la ville en eau potable, avec la construction d'un port, de nouvelles artères, de nouveaux immeubles qu'il ne verra jamais. C'est lui qui lance les travaux, mais il ne voit pas la métamorphose de la ville parce qu'il ne revient plus. Il a donc complètement modifié la structure de la ville, et qui était une petite garnison militaire. Il en a fait la capitale de la Corse avec des moyens de développement. Napoléon, devenu empereur, est pour un État jacobin avec des préfets qui relaient l'action de l'État dans les provinces, à l'inverse justement de Paoli, qui est pour un État corse indépendant, proche du régionalisme d'aujourd'hui. Alors, oui, là c'est un petit peu complexe à suivre au début de sa carrière. Napoléon prend fait et cause pour Pascal Paoli. Ensuite, l'écart générationnel et l'écart idéologique font que les deux hommes se séparent dans la discorde la plus totale. Et il arrive une chose merveilleuse, c'est que Napoléon quitte la Corse avec perte et fracas, il arrive sur le continent et en se retroussant les manches, il devient une sorte d'homme providentiel. Donc il fait le coup d'état de Brumaire, et puis progressivement, la France s'incarne en Napoléon. Il devient la France, il devient l'Empire. L'Empire, c'est lui.
Là, on n'est plus un problème d'identité Corse-continent. C'est Napoléon, c'est l'Europe. Napoléon, c'est la France. Napoléon, c'est l'Empire. Problème de personne. Et il voulait absolument que la Corse fasse partie intégrante de son empire, donc de lui. Il y a eu deux sons de cloche. Les pro-Napoléon, qui constituent l'immense majorité, parce qu'il y a beaucoup de Corses qui l'ont suivi, qui ont profité du succès. Alors après, qui l'ont suivi par idéologie, par amitié, par intérêt, peu importe, ils l'ont suivi. Et ils ont profité du succès météorique de Napoléon. Et puis il restait quand même un noyau de partisans purs et durs contre Napoléon. Et ce sont des gens, là on oublie Pascal Paoli, parce que progressivement, les opposants vont glisser du côté du retour des Bourbons et de Louis XVIII après. Donc, voilà. En dehors de ses collections de peintures et d'objets retraçant la vie de Napoléon, le cardinal Fesch fait édifier post-mortem, suivant ses dernières volontés, une chapelle impériale sur l'aile droite du palais qui verra le jour en 1860. Dans la crypte située au sous-sol reposent les membres de la famille Bonaparte, la mère Marie-Laetitia, Charles le père, et les frères et sœurs Charles, Lucien, la princesse Zénaïde et Eugénie, sous l'œil vigilant du cardinal Fesch, gardien de la mémoire impériale.